De fait, le dollar est au centre de tout. On est au Moyen-Orient, il faut du dollar. On est en Asie, il faut du dollar. On est en Amérique latine, il faut du dollar. On est dans la Caraïbe, il faut du dollar. Donc, c'est-à-dire que le dollar, d'ailleurs, qui donne un avantage, comme l'ancien Premier ministre français l'avait dit, un avantage exorbitant aux États-Unis parce que les États-Unis sont au centre de tout. L'État américain emprunte, si vous voulez, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Les ménages américains empruntent à des taux d'intérêt extrêmement bas parce qu'on croit dans le dollar. Est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter après une telle annonce, Enomi Germain? Bon, écoutez, de mon lieu, la première chose que je dois dire, c'est que je ne vois pas encore la déclaration officielle, mais je commente comme si c'était une déclaration officielle et en tout cas, c'est dans une logique justement de prévention. La première chose est à dire, avant même de répondre directement à votre question, bon, ma réponse sera positive évidemment, c'est peut-être 3 phrases pour essayer de mettre en perspective la question des transferts. Il faut comprendre qu'il n'y a absolument pas d'équivalent pour les transferts en Haïti en termes d'apport de fonds à l'économie haïtienne. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les transferts privés sans contrepartie en provenance de la diaspora ont une importance telle pour Haïti qu'il n'y a absolument aucun autre levier qui est capable de supporter l'économie à ce point. Donc, je veux vous dire que c'est extrêmement important. Sans donner des chiffres, bon, je pourrais même dire que de 2018 à 2025, les transferts ont augmenté de 60%. En 2025, c'est environ 5 milliards de dollars américains. Il n'y a même pas les exportations du pays. Il n'y a même pas et pratiquement les aides qu'on donne au pays. Il n'y a même pas le budget justement qui arrive à ce niveau. Donc il n'y a pas d'équivalent. Maintenant, est-ce qu'il y a lieu de s'inquiéter véritablement? La réponse, c'est oui. Et je dirais même que ce serait un véritable coup fatal à une économie déjà en agonie. Pour plusieurs raisons. Et c'est d'abord parce que justement les transferts privés ont cette importance pour l'économie. D'abord, comme on a dit, c'est en termes de PIB, mais pas seulement en termes de PIB. D'abord, il faut comprendre que aujourd'hui, si on a pratiquement un taux de change qui est plus ou moins stable, c'est à cause justement des transferts privés. D'ailleurs, la Banque centrale avait annoncé ça pratiquement depuis 2 ans. C'est à travers les transferts privés sans contrepartie que la Banque centrale trouve de moyens pour pratiquement et injecter des dollars dans l'économie. Mais c'est pas la chose la plus importante. C'est que la chose la plus importante, c'est que ce serait un problème fatal, un problème social fatal pour l'économie. D'ailleurs, aujourd'hui, les transferts privés sans contrepartie concernent directement, d'après les estimations qui sont faites, pratiquement 1 million de ménages, c'est-à-dire qu'il y a 1 million de monde pratiquement qui dépendent directement des transferts privés sans contrepartie, sans oublier pratiquement les gens qui dépendent indirectement. Et deuxième chose, c'est que les transferts privés sans contrepartie, pratiquement, quand ils sont arrivés dans le pays, ils supportaient à 33% pratiquement la question de l'alimentation. D'après une enquête de Poeco, 33% des transferts sans contrepartie, justement, ils ont servi pour l'alimentation, pour manger. Pour les frais scolaires, c'est environ 16%. C'est-à-dire plus de 50% des transferts qui sont arrivés au pays sont utilisés soit pour l'alimentation, soit justement pour les questions de frais scolaires en quelque sorte. Et en plus de ça, si vous voulez, c'est que ce serait une contradiction interne de l'administration Trump. Parce qu'il ne faut pas oublier, l'administration Trump, c'est une administration libérale. Et une administration libérale, quand on vous dit qu'on va freiner la libre circulation de capitaux, c'est extrêmement étonnant. C'est extrêmement étonnant qu'une administration libérale va freiner la libre circulation des capitaux. Donc, ce serait un problème pour les États-Unis, un problème de contradiction interne. Bon, ces derniers moments, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais ce serait un coup fatal porté à une économie, comme j'ai dit, en agonie, et les conséquences économiques, sociales seraient énormes, mais il y a également d'autres conséquences comme le développement du marché informel, parce que de toute façon, il y aura des circuits clandestins d'envoi de fonds. Par exemple, les gens pourraient penser à envoyer des fonds de préférence à la République dominicaine pour finalement acheminer en Haïti. Donc, il y aurait véritablement un gros problème, et si vous voulez, à tous les niveaux. Alors, Enomi Germain, entre le dire et le faire, on imagine, là maintenant, on n'en est pas encore à ce stade, mais dans la mesure où, s'il faut extrapoler que le gouvernement américain décidait vraiment de prendre des dispositions pour à ce niveau, est-ce que ce serait quelque chose qu'on pourrait faire en claquant des doigts? Est-ce qu'il ne faudrait pas un certain temps pour que cette mesure soit effective? Et entre-temps, les autorités haïtiennes, quelles mesures
dispositions elle pourrait prendre pour compenser cela? Ok, la première chose, c'est que effectivement, ce ne sont pas des dispositions qui peuvent être prises, et si vous voulez, extrêmement rapidement, mais il ne faut pas oublier, c'est tout comme pour les questions de tarifs douaniers, par exemple. Les tarifs douaniers demandent une batterie de dispositions à mettre en place, mais à partir du moment qu'on les annonce, eh bien, l'administration prend pratiquement les mesures pour rendre ça effectif. Donc, c'est-à-dire, si de toute façon, on est arrivé à une décision officielle par rapport à ce sujet, eh bien, l'administration va se conformer, l'administration va mettre en place un ensemble de mesures pour que ça soit effectif dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Donc, ça, on est d'accord. La chose qu'il faut éviter, justement, c'est qu'on arrive là. Et justement, comment éviter qu'on arrive là? C'est peut-être très difficile, mais on a quand même une administration haïtienne et une administration, entre guillemets, qui est supportée par cette même administration Trump. Si on a une administration, si on a une diplomatie, eh bien, il faut jouer les cartes. Il faut jouer les cartes pour empêcher qu'une telle catastrophe arrive. Parce que, et encore une fois, ce serait une véritable catastrophe pour le pays, et d'autant plus qu'il y a des dispositions qui encadrent les transferts. Il y a des dispositions aux États-Unis. Les ODD, par exemple, quand on prend les ODD, les objectifs du développement durable, par exemple, on considère l'ODD 10C, par exemple, c'est la promotion des transferts parce qu'on a prévu pratiquement de diminuer à moins de 3% les coûts de transfert pratiquement vers les pays sous-développés, parce que de toute façon, on connaît que les transferts participent dans une dynamique de développement. Mais là, arriver à un niveau où l'on veut bloquer les transferts, mais en plus de problèmes de contradiction interne, mais véritablement son problème idéologique même de la part des États-Unis d'Amérique. Évidemment, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question par cette économie, mais comme j'ai dit, sur le plan interne, sur le plan national, ça, c'est pas quelque chose que Haïti pratiquement peut supporter aujourd'hui. Alors, les transferts d'Haïtiens vers Haïti, ou de la diaspora vers Haïti, représentent, on va dire, 20% de l'économie haïtienne. Et selon les chiffres du DHS, on dit que pour 2025, ça représente 6,1 milliards de dollars de transferts. Qu'est-ce qui inquiète les États-Unis? Est-ce que c'est une fuite de capitaux, Enomi Germain? Bon, c'est une déclaration. Ce que je fais là, c'est une intervention à chaud. Mais je ne suis pas sûr que les États-Unis d'Amérique devraient être inquiétés par, si vous voulez, une espèce de fuite de capitaux. Parce que ce qui arrive, quand on parle d'économie américaine, c'est une grande économie, il ne faut pas oublier. Et d'ailleurs, l'économie américaine a pris son envol, en tout cas, c'est à partir justement de ces mêmes logiques d'envoi de capitaux vers d'autres pays. Il ne faut pas oublier ce qui était arrivé dans le monde en 1944 après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont pris ce qu'on appelle l'accord de Bretton Woods pour mettre le dollar au centre absolument de tout. Et quand on dit au centre absolument de tout, c'est également au centre du commerce international. Comment quelqu'un qui est en Europe avec le dollar qui est au centre, si vous voulez, du commerce international, comment ne pas envoyer le dollar vers d'autres circuits? Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas ce problème. Parce qu'on a décidé de mettre le dollar, et bien, si vous voulez, au cœur de tout. Évidemment, Bretton Woods, pour mes étudiants, les accords de Bretton Woods ont pris fin pratiquement autour des années 71, mais de fait, le dollar est au centre de tout. On est au Moyen-Orient, il faut du dollar. On est en Asie, il faut du dollar. On est en Amérique latine, il faut du dollar. On est dans la Caraïbe, il faut du dollar. Donc, c'est-à-dire que le dollar, d'ailleurs, qui donne un avantage, comme l'ancien Premier ministre français l'avait dit, un avantage exorbitant aux États-Unis, parce que les États-Unis sont au centre de tout. L'État américain emprunte, si vous voulez, à des taux d'intérêt extrêmement bas. Les ménages américains empruntent à des taux d'intérêt extrêmement bas parce qu'on croit dans le dollar. Donc, les États-Unis n'ont pas à s'inquiéter de fuite de capitaux pratiquement d'envoi du dollar américain, parce que le système financier américain a pris son emprise, si vous voulez, a pris son envol, et le système financier américain reste le système le plus sûr du monde. C'est en raison du poids du dollar. D'ailleurs, il y a même une formule qu'ils ont eux-mêmes inventée: there is no alternative to the US dollar. C'est-à-dire, il n'y a pas d'alternative au dollar américain. Donc, pourquoi vous inquiétez des envois de fonds, des envois de dollars américains vers d'autres pays? Ça ne fait absolument aucun sens. D'autant plus que les migrants qui envoient des fonds dans leur pays d'origine, eh bien, ils envoient leur propre argent. C'est-à-dire que c'est justement de l'argent que ils travaillent pour lui, que ils voient dans des pays d'origine. C'est-à-dire que c'est un droit privé que j'ai d'utiliser mes ressources à mes fins personnelles. Donc, empêcher ça, c'est tout simplement mettre en question
un ensemble de dispositifs normatifs, c'est mettre en question la question de la liberté individuelle et c'est quand même mettre en question également le principe de solidarité qui consiste à dire que, écoutez, il faut éliminer les frais de transfert pour un pays déjà en situation, pour un pays ami, pour un pays partenaire qui est déjà en situation économique extrêmement grave. Alors, et pour ça, Enomi Germain, en général, à chaque fois qu'il y a un type de mouvement, ça, ou bien même une simple annonce, marché est toujours agité. Dans le cas d'Haïti, par exemple, est-ce que il y a des matières ou bien des moyens pour calculer le mouvement qui est fait sur le marché haïtien à partir d'une telle annonce, par exemple? Est-ce que ça a pris de la valeur, ça a baissé? Comment ça se passe? Est-ce que nous avons des outils pour calculer ça, pour évaluer ça? Réponse à deux niveaux. Premier niveau, c'est malheureusement, nous n'avons pas un système financier sophistiqué en Haïti. D'ailleurs, le système financier, c'est un système justement à taille extrêmement réduit, en tout cas qui consiste, il y a les banques commerciales, il y a peut-être 2 ou 3, il y a les compagnies d'assurance, disons ça plutôt, il y a peut-être les banques d'investissement, évidemment, il y a le système monétaire, il y a également le système des finances publiques, c'est-à-dire l'État. Donc, et quand on regarde ce système à taille réduite et qui évolue dans un environnement qui n'est pas susceptible véritablement aux informations, c'est-à-dire que mouvement marché par rapport aux informations, littéralement raide, d'accord, que élasticité à pas l'âge, ce qui arrive, c'est que même si on a des catastrophes dans l'économie, on a des vieilles annonces, véritablement, tu ne vois pas les conséquences. Mais deuxième niveau, c'est que c'est parce que véritablement, les conséquences minimes qu'elles puissent être ne sont pas mesurées dans l'économie. Par exemple, quand il y a une telle annonce, véritablement, il y a des acteurs rationnels individuels, parce qu'on est rationnel, notamment parce qu'on agit sur la base d'informations, et bien qui prend information ça, et puis qui tout simplement commence à faire des repositionnements stratégiques, c'est-à-dire faire des mouvements de capitaux, c'est peut-être des acteurs qui dégainent de capitaux à l'étranger, qui replacent, ou peut-être sortir aux États-Unis, aller plutôt en République dominicaine ou au Canada, maintenant parce qu'ils ont besoin d'alimenter un bagage en Haïti, ou bien d'autres acteurs qui viennent comme en Haïti, qui prennent d'autres dispositions. Donc forcément, premier niveau, je viens de vous donner le premier niveau. Le premier niveau, c'est que nous avons un marché qui n'agit pas pratiquement aux annonces, c'est-à-dire que les mouvements d'anticipation véritablement pas cap localisé. On connaît évidemment là, on a parlé de concept qui n'est pas tout à fait commun, mais mouvement d'anticipation pas cap localisé parce que le marché, c'est pas un marché parfait, c'est pas un marché complet, etc., etc. Mais le deuxième problème, c'est que nous n'avons pas, malheureusement, les autorités n'ont pas la capacité de mesurer l'ensemble des effets, l'ensemble des mouvements, l'ensemble des conséquences, mais bien sûr, des acteurs rationnels qui agissent sous base d'informations à commencer à prendre des mesures pour protéger tête. Alors, ce qui se passe, c'est que bien que Haïti soit très dépendant des transferts étrangers, et notamment américains, mais Haïti n'est pas parmi les pays qui recevoir, pas même parmi gros pays qui recevoir gros volume de transfert de devises américaines, et non, jamais. Bien sûr. Haïti, en fait, il faut comprendre ça extrêmement bien. C'est que ce qui arrive, c'est que Haïti n'est pas un pays véritablement qui recevoir en volume, il faut dire en volume de transfert par rapport à d'autres pays. Parce que la taille de la diaspora haïtienne aux États-Unis, c'est pas la taille la plus grande. C'est-à-dire que, il y a d'autres pays en Europe, il y a d'autres pays en Asie qui ont beaucoup plus de diaspora et qui sont plus riches que Haïtien qui ont comme la Caillou. C'est-à-dire que Haïti en volume, pas parmi les pays qui recevoir beaucoup plus. Mais il y a une number à ne pas oublier. C'est que, mettons, Haïti, c'est pays en valeur relative dont les transferts en valeur relative, oui, les transferts qui sont aussi aux États-Unis, plus importants que n'importe quel autre côté. Par exemple, ma 2 chiffres. Je dis, si vous regardez les chiffres de la Banque de la République d'Haïti, attendez bien, Samuel Zola, 70% des transferts qui arrivent en Haïti proviennent des États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire, les États-Unis, pourquoi livrer 70% d'un transfert Haïti à recevoir? Donc, d'accord, c'est extrêmement important. Deuxièmement, l'autre transfert, ça pourquoi? Le transfert État qui sortit aux États-Unis, pourquoi là, pratiquement? L'IPS est plus passé 15% PIB national là, alors qu'en République dominicaine, tout transfert, comme est opposé, c'est autour de 9%. Donc ça veut dire que ça veut dire que c'est vrai, en volume, Haïti n'est pas champion, mais étant donné la taille de l'économie, étant donné la pauvreté de l'économie, étant donné la petitesse de l'économie, les transferts en provenance des États-Unis d'Amérique jouent un rôle massif dans l'économie.